Stéphanie. Non, c'est moi qui suis très heureux de vous accueillir si nombreux pour nos deux invités. Merci d'être présents ici et merci de votre intérêt pour cette conversation que nos deux invités vont nous présenter dans un instant. Alors, sur un petit mot pour vous souhaiter la bienvenue. Moi, je suis le nouveau directeur de l'Institut français. Je suis très heureux d'être en Israël et de vous accueillir à l'Institut et également votre maison. Alors, plaisir également d'accueillir ce soir M. Sami Cohen, qui est un habitué déjà de notre établissement. Sami Cohen est un grand spécialiste des questions de politique étrangère et de défense. Je parle sous votre contrôle aussi. Mais je m'égare dans mes présentations, n'hésitez pas à me reprendre. Et il vient nous parler de son livre « Israël, une démocratie fragile ». Monsieur Cohen est également directeur de recherche émérite à Sciences Po et il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont notamment Sahel à l'épreuve du terrorisme et Israël et ses colons, enquête sur le camp de la paix, pour lequel justement nous l'avions déjà accueilli, les prédécesseurs l'avaient accueilli dans cet établissement. Vincent Lemire, que je vous présente, même si tout le monde le connaît également, nous fait ce soir l'honneur d'animer cette rencontre. Vincent Lemire est historien et il dirige le centre CRFJ, comme on dit dans notre jargon, le centre de recherche à Jérusalem. Il est également un grand spécialiste d'Israël et en particulier de Jérusalem. Il a écrit plusieurs ouvrages sur Jérusalem, dont tout récemment il vient d'être publié une bande dessinée sur Jérusalem, une somme qui est en train d'être traduite en hébreu et en arabe. Voilà, je ne vais pas prendre davantage de temps, ni à vous, ni à nos deux invités, et je leur cède immédiatement la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Georges, merci Stéphanie pour toute cette organisation. Je crois que le public si nombreux, et si j'en crois ce que tu nous as dit Stéphanie, il aurait pu être encore plus nombreux. Il aurait fallu pousser des murs. Donc ça indique déjà une forte attente vis-à-vis de ton livre, cher Sami. On s'est toujours tutoyé, on va se tutoyer ce soir. Normalement, en Israël, le tutoiement est très facile et très répandu, donc ça ne choquera personne. Je vais tout de suite commencer par une première question que je te propose. Je voudrais lire une des deux exergues que tu as placées en ouverture de ton livre. Je t'interrogerai après sur la seconde exergue, mais on va commencer par la première. Je vous la lis. Les démocraties disparaissent quand nous ne regardons pas, quand nous ne faisons pas attention. La fin vient rarement en un instant, mais elle arrive tout doucement, comme le crépuscule. Je note que le crépuscule, d'ailleurs, est un peu plus rapide toujours en Israël que dans les pays nordiques. Mais ça me vient à l'instant, au moment où je vous parle. Je referme la parenthèse. Au départ, on ne la remarque pas. Et donc, Sami, cette première question, est-ce que tu as écrit ce livre pour que on la remarque, la fin ou le début de la fin? Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est, quelque part dans le début de la fin? Et puis l'autre question, donc tu te fais d'une certaine manière l'oiseau de mauvais augure, ou le porteur de mauvaises nouvelles. Tu sais généralement le sort réservé aux porteurs de mauvaises nouvelles. Voilà, c'est pas un sort enviable, donc je sais que tu imagines le risque que tu prends, pas de risque physique, mais on va dire vis-à-vis de ton public. Voilà, pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre?
Est-ce que tu voudrais qu'on remarque quelque chose, qu'on fasse attention à quelque chose? Voilà, comment tu vois ton rôle? Merci Vincent, merci au directeur de l'Institut français, merci à Stéphanie de m'avoir invité à présenter encore une fois. J'ai beaucoup de plaisir à venir à chaque fois pour m'adresser au public de l'Institut français de Tel Aviv. Alors, pour répondre à ta question, je voudrais faire simplement une petite boucle qui va amener à répondre surtout à la deuxième question, pourquoi ce livre? Alors, je voudrais dire une chose, c'est que je me suis toujours intéressé à Israël. J'ai vécu ici il y a très longtemps. Je suis allé faire mes études à Sciences Po en 67 et j'ai fait ma thèse sur De Gaulle et Israël. Et à partir de là, j'étais tellement passionné des questions d'Israël que je n'ai pas voulu y toucher. J'ai travaillé plutôt sur la France, sur les mécanismes de prise de décision en politique étrangère de défense en France. Puis à partir de 2004, je suis revenu ici et j'ai commencé à travailler sur l'armée israélienne, ensuite sur les mouvements de paix et maintenant sur la démocratie. Alors, je voudrais vous dire simplement comment je travaille. Je travaille à partir des sources multiples, des sources écrites, en anglais et en hébreu. Pensez, c'est pas toujours évident, elles ne sont pas très nombreuses les sources en français, sur mes sujets en anglais. Et donc je viens ici pour les sources orales. Je travaille beaucoup avec des collègues israéliens de toutes les universités. Quelquefois, lorsqu'il s'agit de sujets plutôt militaires, je vais voir des militaires, je discute avec eux, je les écoute. Je fais toujours un travail de terrain assez approfondi. En fait, à chaque fois que je viens ici, je passe mon temps dans des rendez-vous. Je n'ai pas le temps vraiment de prendre des vacances. Mais c'est passionnant et c'est absolument indispensable de savoir ce que mes collègues pensent du sujet sur lequel je travaille. Alors, pourquoi la démocratie? Parce qu'au fond, c'est un sujet hyper important. Pas seulement pour Israël, c'est important parce qu'il y a tout un courant qui tend à remettre en cause les principes fondamentaux de la démocratie libérale, que ce soit, on l'a vu en Pologne, on l'a vu en Hongrie, on l'a vu au Brésil, on a vu avec le cas de Trump, qui est un cas flagrant de remise en question des principes démocratiques. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait des livres qui sont parus sur tous ces cas-là. Mais pas sur Israël, en tout cas pas en français. Je dirais même que mes collègues israéliens n'ont pas écrit sur ce sujet. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai essayé de comprendre au fond. D'abord, j'étais frappé par les dernières années de Netanyahou, comment le gouvernement israélien sous Netanyahou essayait de s'en prendre aux ONG, à la Cour suprême, à la minorité arabe. Et là, ça m'a interpellé. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe qu'il faut approfondir. Mais en fait, le livre ne commence pas avec Netanyahou, il commence en 1948. Et c'est en fait l'histoire, la trajectoire de toute la démocratie israélienne à partir de 1948. Ça s'arrête, le livre était terminé en 21, mais j'ai fait une mise à jour qui a été publiée dans la revue Études concernant le gouvernement conduit par Naftali Bennett. Et donc, voilà, moi je pensais que c'était un sujet hyper important. Et c'était que c'est confirmé par l'actualité. Aujourd'hui, tous les regards se tournent sur la formation du nouveau gouvernement et les gens se demandent, mais au fond, que va devenir la démocratie à partir du moment où vous avez un gouvernement ou une majorité de députés, certains disent la moitié sont des députés religieux orthodoxes et religieux sionistes. C'est pas vrai, c'est beaucoup plus que la moitié. Parce que le Likoud comporte un nombre assez non négligeable de députés sionistes religieux. Et au fond, le nombre de députés religieux est plus important que le nombre de députés laïcs. Donc, on se demande, compte tenu des revendications qui sont faites par les ultra-orthodoxes, par les sionistes religieux, par la remise en question de tous les acquis de la démocratie des années précédentes, comment la démocratie israélienne va évoluer. Donc, on va en parler, si vous voulez, de l'actualité, mais si
tout à fait d'accord, Vincent. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta deuxième question. Pourquoi je me suis intéressé à ce sujet-là? Je ne suis pas sûr que j'ai répondu à ta première question. Non, la première question, elle était largement rhétorique. Voilà, le plus important, c'est le pourquoi de ton projet. Et donc, après avoir commencé par la fin, ben, on va revenir au début, parce que, Samy, en fait, tu as une démarche historienne, effectivement. C'est un livre chronologique, hein. Tu suis la chronologie d'Israël. Et donc, j'aurais été interrogé sur la genèse de la démocratie israélienne en 1948 et avant 1948, en fait, hein, parce que tu travailles un peu sur les instances délibératives qui s'étaient mises en place, etc. La question qu'on pourrait poser, c'est voilà, est-ce que le ver était dans le fruit? Si oui, comment? Quels ont été les acquis et les limites au moment de cette mise en place de la démocratie israélienne? Évidemment, il y a deux questions précises. C'est l'absence de constitution. Bon, ça, c'est pas un scoop. Et comme tu l'écris, mais la Grande-Bretagne non plus, il n'a pas de constitution. Mais est-ce que cette absence de constitution est un risque particulier en Israël aujourd'hui? Puis deuxième question sur les droits de l'homme, sur le fait qu'Israël n'a pas ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui date de la même année, et ne l'a pas ratifiée depuis. Voilà, la genèse de la démocratie israélienne. Très bien, et donc commençons par le commencement, effectivement. Si on veut comprendre un peu les fondements du fonctionnement de la démocratie israélienne, il faut remonter aux origines. Mais avant les origines, moi, je pense qu'il y a une question vraiment très importante. Parce que lorsqu'on parle de démocratie, on a tendance à dire tout et n'importe quoi. Israël n'est pas une démocratie, Israël est une démocratie libérale, Israël est un pays apartheid, on entend tout et n'importe quoi, sans vraiment qu'il y ait un soubassement à ces affirmations. Moi, je pense que lorsqu'on commence à parler de la démocratie en Israël, il faut quand même essayer de comprendre c'est quoi une démocratie. Alors, en deux mots, je ne vais pas vous faire un cours de droit constitutionnel. Il me semble qu'une démocratie se définit par 5 critères. Premièrement, c'est la souveraineté du peuple. C'est vraiment le principe fondamental déjà de la Grèce antique. C'est le peuple qui décide in extremis ce que va devenir la société et ce que doit faire l'exécutif. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est le principe du pluralisme. La démocratie est fondée sur un pluralisme de forces. Tous les partis politiques doivent être représentés au Parlement. Il faut qu'il y ait une opposition, il faut qu'il y ait une majorité. Pluralisme des opinions, liberté d'expression, ça c'est vraiment fondamental. Et principe de l'alternance. C'est un gouvernement qui est là sans bouger de son siège pendant 20 ou 30 ans. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une démocratie? Le troisième critère, c'est la séparation des pouvoirs et surtout, quand on parle de la séparation des pouvoirs, l'indépendance des juges. L'indépendance de la justice, ça c'est vraiment très important, et les contre-pouvoirs. Si vous prenez par exemple les démocraties telles que les États-Unis ou telles que la France, mais surtout les États-Unis sont fondés sur le principe des contre-pouvoirs, les check and balances. Vous n'avez pas une seule institution qui détient à elle seule tous les pouvoirs. Face au pouvoir d'une institution, vous avez en face un contre-pouvoir. Partout, ça se passe comme ça aux États-Unis. Mais en France aussi, vous avez une Assemblée nationale, vous avez un Sénat, vous avez la France, les signataires, par exemple, de la Communauté européenne des droits de l'homme, dont les décisions s'imposent aux droits français. Donc, les contre-pouvoirs, c'est vraiment très, très important lorsqu'on parle de démocratie. Le quatrième principe, c'est le principe des droits de l'homme. Le principe des droits de l'homme, c'est le b.a.-ba de fonctionnement d'une démocratie. Les droits de l'homme, c'est vraiment ce qui permet de protéger les minorités, faire en sorte que la majorité qui est au pouvoir n'écrase pas la minorité. Les minorités doivent être protégées, non pas seulement parce que c'est plus moral, mais tout simplement que c'est plus logique. Parce que la majorité qui est au pouvoir, un jour sera la minorité. Et donc il faut penser à l'avenir. Il faut penser que
à chaque fois qu'il y a une alternance, la minorité est protégée d'une certaine manière de ce que Tocqueville appelait la tyrannie de la majorité. Et enfin, le cinquième principe, c'est le principe des normes non écrites. On parle toujours des normes écrites, mais je dirais que les normes non écrites sont peut-être plus importantes que les normes écrites. J'entends parfois par normes non écrites le principe de tolérance, le principe de retenue. C'est très important. Je veux dire, la démocratie et le jeu politique, ce n'est pas une guerre à mort. On peut tuer politiquement l'adversaire, mais pas plus. Il ne faut pas verser dans la violence verbale, il ne faut pas verser dans la violence physique, il faut respecter l'autre, il faut accepter que l'autre puisse être en désaccord avec soi. Et je dirais également le respect des décisions des juges de la Cour suprême. C'est une norme, il n'y a pas de règle. Un exécutif qui ne veut pas respecter les arrêts des juges de la Cour suprême, il peut le faire. Personne ne peut lui imposer quoi que ce soit puisqu'il détient tous les moyens de la force et tous les moyens d'imposer des décisions. Et donc, là, quand on voit quand même une démocratie, ça fonctionne, le fait de la reconnaissance de l'autre, l'autre a un rôle à jouer, les juges ont un rôle à jouer, et leurs décisions doivent être respectées. Voilà, bon, très rapidement, pour essayer de comprendre où est-ce qu'on met les pieds, avoir quelques points de repère, parce qu'on va avancer, on va se rendre compte très vite où est-ce qu'on en est par rapport à ces points de repère. Alors, les démocraties dans le monde sont, pour faire très simple, sont divisées en deux grandes catégories. Voilà. On a des démocraties libérales, c'est-à-dire libérales non pas sur le plan économique, sur le plan des valeurs politiques, politiques et sociales. Les démocraties libérales sont celles qui remplissent ces différents critères. État de droit, respect des juges, droits de l'homme, souveraineté populaire, etc., etc. Et vous avez, à l'extrême inverse, les démocraties qu'on appelle illibérales. C'est-à-dire, en fait, ce sont les démocraties dans lesquelles le système électoral fonctionne, mais tous les pouvoirs sont accaparés par un seul clan. Et ils ne partagent pas, en fait, ils ne respectent pas le droit des minorités, ils ne respectent pas les juges, ils tendent constamment à bannir les effets des contre-pouvoirs. On pense à la Hongrie, on pense à la Pologne, on pense au Brésil de Bolsonaro, ça a été un peu ça. Entre les deux, il peut y avoir différents stades, ça c'est évident. Mais il faut savoir que, disons, le net plus sur le point. C'est pas l'idéal, mais c'est ce qu'il y a de mieux. C'est la démocratie libérale, en fait, c'est qui? C'est les pays scandinaves, grosso modo, c'est la Grande-Bretagne, c'est les États-Unis hors Trump, c'est la France aussi, c'est la France d'aujourd'hui. C'est une démocratie libérale. Quelles que soient les critiques qu'on peut lui adresser, quelles que soient ses faiblesses, elle remplit ces conditions. Bon, alors la question est où en est Israël par rapport à cette typologie. Et comment les choses se sont passées en 40 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... On pourrait faire voter la salle sur 1, 2, 3, 4, 5. Et... Voilà. Ce que je vois tout de suite, c'est qu'a priori, oui, souveraineté du peuple et pluralisme, on est bon. Et c'est après que ça commence, séparation des pouvoirs, oui, tant qu'il y a une Cour suprême qui fonctionne, mais quand la Knesset, voilà. Droits de l'homme, compliqué, puisque la Convention n'est pas votée, et normes et tolérance retenue, pas de violence physique, pas de violence verbale, a priori. On pourrait dire 2,5 sur 5, c'est quoi? C'est la... Ouais, très juste, mais je reviens à ta question initiale, celle de la fondation de la démocratie israélienne. Il faut dire une chose, c'est qu'Israël, dès le départ, les pères fondateurs d'Israël ont opté pour un système démocratique. C'est très net. Il faut dire qu'ils ont eu tout le mérite, ils ont eu du mérite compte tenu du fait que le contexte à l'époque était un contexte de guerre, la guerre de 48. Et donc, on pouvait imaginer que dans un contexte pareil, ils optent pour un système un peu plus autoritaire, où l'exécutif exerce plus de poids. Le choix a été celui d'une démocratie de type parlementaire, un peu, je dirais, de style 4ème République, avec une institution des élections libres, transparentes,
concurrentielle. Et je dois dire que ça fonctionne toujours de cette manière-là, encore aujourd'hui. Il n'y a pas de problème majeur concernant le système des élections. Un système où les libertés sont garanties, mais je reviendrai avec quand même quelques parenthèses qu'il faudra ouvrir tout à l'heure. Une Cour suprême très respectée, un conseil juridique du gouvernement. Alors c'est très important, c'est un système relativement spécial à Israël, parce que généralement, les conseillers du gouvernement conseillent le gouvernement. Là, vous avez un conseiller juridique du gouvernement qui a une deuxième casquette, celui de procureur. Donc, il peut mettre en accusation des ministres, le Premier ministre et les hauts fonctionnaires de l'État. Ils ne se sont pas privés. Sous Rabin, en 1974, quand Rabin est rentré des États-Unis, sa femme avait gardé un petit compte à l'étranger, ce qui était interdit à l'époque. À l'époque, il y avait le contrôle des changes. Et le conseiller juridique du gouvernement a inculpé Rabin pour avoir transgressé la loi. Rabin a tout de suite démissionné. Aujourd'hui, vous avez à peu près la même chose avec Mandelblit qui a inculpé Netanyahu, mais Netanyahu n'a pas démissionné. Et là, je dois dire qu'il y a quand même une petite anicroche par rapport aux normes non écrites. Rien ne l'oblige de quitter le gouvernement. Rien. Mais simplement, si vous voyez le fonctionnement de toutes les démocraties libérales, ou la France, quand vous avez un haut fonctionnaire, un ministre, un premier ministre qui est inculpé, il démissionne automatiquement. Il n'y a que le président qui jouit d'une certaine immunité. Attendez. On va revenir aux questions. Juste pour rassurer la salle, je ferai attention, il y en aura une demi-heure de questions. Une pleine demi-heure de questions. Donc gardez toutes vos questions et remarques pour la fin, on les aura. Alors, je reviens aussi sur le principe de la déclaration d'indépendance. En 1948, l'exécutif mis en place proclame une complète égalité des droits à tous les citoyens, et notamment pour les Arabes de Palestine, donc les Arabes qui sont restés dans l'État d'Israël, citoyenneté égale et complète. Donc, vous avez quand même un soubassement, un socle démocratique assez important. Et pourtant, ce n'est pas une démocratie libérale qui a été créée, pour trois raisons. La première, je dirais, concerne les rapports entre la majorité juive et la minorité arabe. Les Arabes d'Israël, à l'époque, ont été soumis à une administration militaire assez rigoureuse. Confiscation des terres, restriction des droits fondamentaux. C'était assez dur. Ça ne correspond pas au fonctionnement d'une démocratie libérale. Ça c'est le premier point. Le deuxième point concerne les relations avec la religion. En 1947, Ben Gurion, qui souhaitait avoir le soutien des ultra-orthodoxes, qui ne représentait pas une force très importante à l'époque. Et il les a invités à rejoindre le gouvernement. En échange, ils ont demandé toute une série de conditions. Le fait que le Shabbat serait respecté rigoureusement, qu'ils auraient, eux, le monopole sur les mariages et les divorces, que les règles de la cache-route dans les cantines publiques seraient respectées, que leurs jeunes échapperaient au service militaire. Donc, ils ont présenté une série de conditions qu'on a appelées à l'époque on appelait ça les accords de statu quo. Bon, et là aussi, quand on voit que, en fait, ceux qui souffraient de cette situation, c'était la majorité qui était laïque. À l'époque, aujourd'hui, les laïcs sont à peu près 40%. À l'époque, c'était beaucoup plus nombreux, c'était à peu près 60%. Ils étaient stupéfaits de voir que, en fait, pour toutes sortes de procédures, il fallait passer par les fourches codines du grand rabbinat. Prenez par exemple le divorce. Une femme ne peut pas divorcer seule, il faut que le mari lui accorde le guet. Ça c'est fondamentalement
c'est fondamentalement non, c'est une atteinte à l'égalité homme-femme. Bon, donc vous avez une autre atteinte à l'égalité, c'est le service militaire. Là, il se dit, ben, nous envoyons nos enfants faire le service militaire, mais les ultra-orthodoxes, non. Bon, donc ça c'était le deuxième point sur lequel il y a eu une anécroche par rapport à la définition de ce qu'est une démocratie libérale. Enfin, et je rejoins le point que tu as évoqué, l'absence de constitution. L'absence de constitution, donc, tu l'as dit, c'est pas un problème en soi, parce qu'il y a des lois fondamentales. L'Allemagne, elle a des lois fondamentales. Elle n'a pas de constitution, ça fonctionne très bien. Maintenant, quel est le problème que pose le système de lois fondamentales? Vous avez des lois fondamentales à peu près sur tous les grands sujets. Le gouvernement, le parlement, voilà, ça couvre il y a 13 ou 14 lois fondamentales. Deux problèmes. Le premier problème, c'est que ces lois fondamentales ne sont pas correctement protégées. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque, en France, prenons le cas de la France, lorsque vous voulez amender la Constitution, il y a des règles très strictes. C'est soit on passe par un référendum, soit on passe par la réunion des deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, réunis à Versailles, et un vote à la majorité des 2/3, majorité qualifiée. En Israël, ça ne sera pas du tout comme ça. Il suffit de 61 députés, c'est de la majorité simple, pour modifier ou créer une loi fondamentale. Et pas seulement ça. Quand vous avez un référendum, quand vous avez, comme en France, des procédures plus lourdes, ça permet le débat. Il faut que l'ensemble de la société, les partis politiques, participent à ce débat du changement fondamental de la charte écrite du pays. En Israël, c'est pas ça. Et ça c'est une faiblesse, parce qu'on voit partout ces dernières années des exécutifs qui estiment que voilà, en une semaine, dans 2 semaines, ils peuvent modifier une loi fondamentale sans débat de fond. Ça c'est une faiblesse. La deuxième faiblesse, c'est que, curieusement, lorsque vous regardez, par exemple, sur les sites des lois fondamentales d'Israël, vous avez notamment une loi fondamentale de 92 sur la liberté et la dignité de l'homme, ce qui était un progrès important, la défense de la liberté et de la dignité de l'homme, mais vous n'avez pas de loi fondamentale sur l'égalité. Une démocratie qui n'a pas de loi fondamentale sur l'égalité, ça n'existe nulle part dans les démocraties libérales. Pourquoi? Parce que les ultra-orthodoxes, d'emblée, ont refusé d'avoir la Constitution, refusent de parler de toute loi fondamentale qui concerne l'égalité. Et puis, il y a un autre problème de fond sur lequel on va revenir. Le pays d'Israël est le pays du peuple juif. On est là, enfin, les juifs, on est là, on est venu pour créer un État juif. Ce qui est tout à fait compréhensible. Mais ça veut dire que les autres n'ont pas les mêmes droits que les juifs sur cette terre. Ça va conduire à la loi fondamentale de l'État-nation du peuple juif en 2018. Et là, il y a un problème. On n'est plus dans une égalité entre tous les citoyens. Voilà, si vous voulez, sur les 3 premiers points. Alors, rapidement. À partir de ce socle de 48, avec ses forces et ses faiblesses, c'est une jolie démocratie, mais une démocratie qui a quand même des faiblesses. À partir de là, vont se développer, disons à partir de la fin des années 60, 2 grands courants. Je vais très vite, je ne rentre pas dans le détail, parce qu'on va pouvoir discuter à partir de vos questions. Il y a la démocratie israélienne va emprunter 2 voies. La première est celle de la consolidation, de sa consolidation. On va avoir en fait pendant 20 ou 30 ans un processus de renforcement des valeurs démocratiques. Donc ça s'exprime comment? Ça s'exprime d'abord par le fait que les citoyens s'estiment beaucoup moins contraints par les règles étatiques, par le respect des institutions. Ils prennent leur liberté de critiquer le gouvernement. Ça, c'est un grand changement par rapport aux années 40-50, où on ne critiquait pas l'armée, on ne critiquait pas le gouvernement. C'était un tabou. Donc ça va changer.
Le deuxième changement, c'est le changement par rapport à la religion. Écoutez, moi j'habitais à l'époque, dans les années 60, 50-60, j'habitais à rue Tchernetkovski, pas loin d'ici. Au cours d'un Tchernetov, quand vous arrivez à Allenby, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient connu cette époque, il y avait une salle de cinéma à Allenby. Cette salle de cinéma était fermée tout le Shabbat. À un moment, quand la salle de cinéma a essayé de passer entre les gouttes et d'ouvrir, vous avez tout de suite des centaines de jeunes ultra-orthodoxes qui sont venus manifester devant la salle de cinéma pour empêcher les gens d'entrer. Ça, c'était le climat de l'époque. Tout ça a changé à partir des années 70-80. La société devient plus hédoniste, plus individualiste. Elle voyage, il y a la mondialisation. Elle veut s'ouvrir à la culture, elle veut s'ouvrir au sport. Et donc, il y a toute une pression de la société pour que le Shabbat ne soit pas aussi contraignant. Et à partir de là, qu'est-ce qui va faire changer qu'on ait une situation comme aujourd'hui, où tous les restaurants, cinéma, théâtre sont ouverts le vendredi soir, théâtre je ne sais pas, mais les restaurants certainement, le vendredi soir, notamment à Jérusalem, ce qui était absolument impensable, c'est le fait que les municipalités ont dû modifier le règlement par la pression de leurs électeurs. Et donc vous avez, en fait, on dit que les ultra-orthodoxes exercent un pouvoir exorbitant. Oui et non. Sur le Shabbat, leur influence a reculé. Et l'influence des laïcs a progressé. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le problème de la relation aux Arabes. On voit, à partir de 68, le gouvernement israélien met un terme à l'administration militaire et on a tout un processus de meilleure intégration des Arabes dans la société israélienne. Et ça va monter en puissance. Ils vont se porter candidats au Parlement, ils vont avoir leur propre parti politique, ils vont gagner en assurance, critiquer plus ouvertement le gouvernement israélien. Et au fond, on voit que dans plusieurs secteurs de la vie nationale, les Arabes ont une présence très importante. La médecine, la culture, le journalisme, ils sont très présents, ce qui n'existait pas au début, lors de la création de l'État d'Israël. Les problèmes ne sont pas résolus, loin de là, pas résolus. Mais ça a beaucoup changé par rapport à la période initiale. Et enfin, le quatrième problème, le quatrième changement de cette vague de consolidation démocratique, c'est la Cour suprême. La Cour suprême va, à partir de 1995, convaincre les partis politiques qu'elle doit s'investir de la faculté de pouvoir annuler des lois ordinaires votées par la Knesset si elles contreviennent aux lois fondamentales, notamment la loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l'homme. Ça a été accepté, mal accepté, surtout par les ultra-orthodoxes, parce que pour les ultra-orthodoxes, la Cour suprême, c'est la bête noire absolue. Mais ça a été accepté. Et donc, ça c'est le premier courant, consolidation. En même temps, et ça c'est une chose que beaucoup de gens ne sont pas aperçus, en même temps, à partir des années, de la fin des années 60, vous avez un courant qui va en sens contraire. Pourquoi? D'abord, il y a la guerre des 6 jours, c'est un vrai tournant. Là, on va voir à partir de là émerger un nouveau sionisme qui n'existait pas auparavant, un nouveau sionisme qui est beaucoup plus messianique des jeunes, qui vont s'investir dans les territoires, qui vont vouloir créer des colonies, qui sont le fer de lance de la colonisation en Cisjordanie, pas seulement en Cisjordanie, également dans le Sinaï. Et malheureusement, cette poussée messianique va donner lieu à des groupuscules très violents et terroristes. Vous avez une vague terroriste dans les années 80, à partir de groupes qu'on a appelés la Marteret, le underground, qui vont essayer de torpiller les accords que Begin avait passés avec l'Égypte, qui conduisaient à la rétrocession du Sinaï et l'évacuation des implantations juives dans le Sinaï.
ils vont essayer de torpiller en faisant des attentats en Cisjordanie. Des attentats contre des mers arabes. Ils ont même prévu un attentat contre la mosquée de Al-Aqsa. Ça, le Shabbat a su s'organiser et démanteler cette cellule. Mais vous avez aussi un autre mouvement qui vient en sens contraire à la démocratisation. C'est, je crois, dû au phénomène terroriste des années 90 et 2000. À partir des attentats suicides, et alors que Rabin était encore au pouvoir et avait le soutien d'une faible majorité de l'opinion publique, faible mais quand même majorité, pour signer les accords d'Oslo, avec les attentats, là il va y avoir un retournement, un basculement de l'opinion publique. Il va se dire, mais on leur propose des territoires, on leur propose la paix, on reçoit en échange de terrorisme. Et là, il va y avoir une dérive droitière de l'opinion publique, un sentiment que finalement, il n'y a pas de partenaire, un sentiment de peur, il faut dire avec raison, qui s'est baladé ici pendant les années Intifada. Les rues étaient vides, il n'y avait plus personne, parce que les gens avaient très peur de monter dans le autobus. Et qu'est-ce qui se passe en fait lorsque Netanyahou revient au pouvoir en 2009? Il a très bien compris cet état d'esprit d'humeur de l'opinion publique. L'humeur de l'opinion publique avait changé par rapport à Rabin. Avec Rabin, elle était positive. Il y avait, les gens allaient se balader dans les territoires occupés. Ils recevaient des Palestiniens. Il y avait chez beaucoup un sentiment d'espoir. Ça disparaît complètement. Et Netanyahou a très bien compris. Et on voit, à partir de son gouvernement, qui va constituer avec des partis d'extrême droite, Bennett, Lieberman, etc., il va y avoir une tentative de remise en question de tous les acquis précédents. Remise en question du pouvoir de la Cour suprême, remise en question, attaque systématique contre la minorité arabe. Ça va conduire à la loi d'État-nation du peuple juif. On va revenir là-dessus, je ne me détaille pas pour l'instant, mais on peut revenir là-dessus autant que vous voulez. Attaque contre les ONG. Et les ONG, on les aime pas. Elles ont une image épouvantable pour l'opinion publique, mais dans toute démocratie, les ONG sont respectées. Ça, c'en est vrai. Elles sont considérées comme des agents des Palestiniens. Souvent, on les traite d'agents du terrorisme, ce qui est complètement faux. Bon, mais simplement pour vous dire qu'il y a un courant très net, très puissant, antilibéral, antidémocratique, qui s'est atténué avec l'élection de Bennett pendant cette année-là. Bennett l'a pris le pouvoir, ils ont arrêté complètement. Il y a une respiration, les gens commencent à arrêter, les gens qui étaient soumis à des attaques régulières respirent. On ne critique plus les Arabes, au contraire, il y a un parti politique arabe dans le gouvernement. On ne critique plus les ONG, on ne s'attaque plus aux juges de la Cour suprême. Ça a duré 1 an. Maintenant, on a un nouveau gouvernement qui va être en place. Je ne vous dirai pas, je ne me prononcerai pas là-dessus, je pense qu'il faut être prudent. On sait que les forces en présence aujourd'hui vont dans le sens d'une poussée très clairement antidémocratique. Mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne me prononcerai pas. Je pense qu'il faut attendre et juger sur les faits, sur les réalités, sur les décisions. Voilà, un peu trop longuement passant. Non. Je continue avec mes questions très précises et puis tu en fais un peu ce que tu souhaites. Page 95, tu parles de l'OAS, l'Organisation d'armées secrètes, des colons qui refusaient l'indépendance de l'Algérie. Et tu fais ce parallèle. Je rappelle que tu es spécialiste aussi du gaullisme et de la diplomatie gaulliste. Ma question, elle est très directe. Est-ce que l'OAS a gagné en Israël? Puisqu'après tout... oui, est-ce que... Je vais aller jusqu'au bout de ma question. Est-ce que l'OAS a gagné en Israël? Après tout, l'OAS a essayé de tuer le général de Gaulle, mais elle l'a raté plusieurs fois. L'OAS israélienne a tué Rabin. Elle l'a eu.
Donc est-ce que voilà, est-ce que les colons, est-ce que les sionistes religieux ont déjà gagné? Est-ce qu'ils sont voilà. C'est toi qui fais le parallèle, hein, page 95 avec l'OS. Hein. Tu parles des sionistes religieux comme des gens qui pourraient s'inspirer de l'OS. Bon, à vrai dire, je n'aime pas trop la comparaison de ça pour faire OS, les contextes sont pas pareils, les objectifs sont pas différents. C'est vrai, il y a eu, à chaque fois qu'il y a eu une tentative de paix avec les partenaires arabes, vous avez eu une minorité violente qui a émergé. Elle a émergé contre Begin à propos des accords de paix avec l'Égypte, très violente. Elle a réémergé avec les accords d'Oslo. À chaque fois qu'on touche aux territoires qui sont considérés comme sacrés, bibliques, qui appartiennent au peuple juif, là vous avez des réactions hyper violentes. Alors, est-ce que c'est OS ou pas OS il n'empêche qu'il me semble que l'assassinat de Rabin a fait dérailler le processus de paix, parce que, au fond, il n'allait pas complètement dérailler. Il y avait Barak qui lui avait succédé plus tard en 1999, mais il n'a pas su gérer cette question. Et il est tombé au bout de 2 ans. Donc je dirais oui, Rabin était une chance, parce que Rabin avait la légitimité, il était considéré comme un homme fort, il n'était pas considéré comme un gauchiste. C'était pas un homme de paix, c'était un homme conservateur de droite qui avait considéré que le temps était venu de résoudre les problèmes avec les Palestiniens et de faire en sorte qu'Israël soit reconnu dans le monde entier comme un pays pacifique. Ça toute cette inspiration que lui seul avait. Personne dans le parti travailliste, même Shimon Peres n'a pas été bon. Shimon Peres n'était pas bon. Il n'avait pas le charisme de Rabin, qui avait réussi à imposer quelque chose qui n'a malheureusement pas abouti. C'est pour ça que le parallèle avec De Gaulle a été fait très souvent, entre Rabin et De Gaulle. Oui, il y a une certaine comparaison, avec cette différence, c'est que De Gaulle a échappé aux attentats. Et Rabin. Alors, question, là, il faut maintenant qu'on arrive à la question, tu l'as abordée, mais la question État juif et démocratique, et ou démocratique, c'est ça le sujet, surtout depuis la loi de 2018. Est-ce que c'est ça le point dur? Est-ce que c'est ça finalement le vrai obstacle, la vraie difficulté de plus en plus aujourd'hui, donc avec la loi de 2018 et dans le contexte israélien et israélo-palestinien, puisque tu as des pages assez dures, tu l'écris 2 fois, pratiquement la même formule sur la question de l'équilibre démographique entre juifs israéliens et palestiniens d'Israël et palestiniens de Palestine. Et tu parles de cette grande entité, et tu dis voilà, soit l'État ne sera plus juif, s'il accorde l'égalité à chacun, soit il ne sera plus démocratique. Ça, c'est une question sur laquelle tu reviens 2 fois, donc je voudrais que tu développes. Écoutez, bon, les Israéliens définissent toujours Israël comme un État juif et démocratique. Ce n'est pas dans la déclaration d'indépendance que c'est rendu. C'était une idée. On aura des questions dans 12 minutes, à 20h, 11 minutes maintenant, 20h30. Non, merci. Ah, c'est pas la question. Ah, ouais. Ah, pardon. Mais il y a de la clim. Il y a de la clim, pardon. En plus, si on s'échauffe en plus, vas-y, Samy. Les Israéliens considèrent l'État d'Israël comme un État juif et démocratique. Il faut dire que ça provoque des soulèvements de sourcils de certaines personnes. Juifs et démocratiques. Comment c'est possible? C'est un oxymore. Non, Soit il est juif.
On a un débat sur la clim. C'est ça. Vous croyez qu'on allait s'engueuler sur. En fait, c'est une bonne stratégie. Je vois que la notion d'État juif démocratique provoque des. C'est ça. C'est fenêtre ouverte ou fenêtre fermée, en fait. C'est ça le. Vas-y, Samy, on va voter. Le recours dans l'air conditionné d'air. Donc, bon, peut-on être à la fois juif et démocratique? Juif veut dire quoi? Veut dire que cette terre, cet État appartient au peuple juif. S'il appartient au peuple juif, ça ne appartient pas aux autres. Dans ce cas, il ne peut pas être démocratique. Comment est-ce possible? C'est pas si simple que ça. Parce que quand même, si vous voulez, ce qui a été créé en 1948, les institutions créées en 1948, sont en grande partie démocratiques. Mais ce n'est pas une démocratie libérale, ce n'est pas une démocratie parfaite. Il faut dire que c'est une démocratie imparfaite. Certains je connais des collègues allemands qui ont dit que c'est une démocratie défectueuse, quelque part, parce que la minorité arabe n'a pas le même droit. Rentrons un peu dans le détail de la question des droits de la minorité arabe. La minorité arabe, concernant les droits, il y a 3 types de droits. Il y a les droits sociaux. Tu parles de la minorité arabe en Israël. Il y a les droits sociaux, les droits économiques et les droits politiques. Les droits sociaux sont assez largement partagés par la minorité arabe. Les droits économiques, un peu moins, parce qu'on voit qu'il y a quand même des inégalités entre au niveau du chômage, au niveau de l'emploi, au niveau des revenus. Les revenus de la population arabe ne sont pas égaux à ceux de la population juive. Bon, il y a des tas d'égalités qui ne sont pas non plus, qui ont tendu à se réduire considérablement avec le temps. Et je pense que plus ça va continuer, plus ça va aller dans ce sens. Maintenant, les droits politiques. Les droits politiques, individuellement, sont répartis à égalité entre juifs et arabes. Droit de vote, droit de participer en tant que représentant à la Knesset, tous les droits individuels sont garantis. Qu'est-ce qui n'est pas garanti? C'est les droits politiques collectifs. Qu'est-ce que j'entends par là? La loi fondamentale de l'État-nation du peuple juif qui a été votée en juillet 2018, elle dit une chose très simple. Seul le peuple juif peut s'autodéterminer sur cette terre, sur Israël. Seul, pas les autres, pas les Arabes, même pas les Druzes, ce qui a quand même provoqué des remous dans la communauté druze, dans la mesure où les Druzes font le service militaire. Ils sont considérés, ils portent le fardeau quand même comme les autres. Et là, le message c'est quoi? Le message consiste à dire aux Arabes, écoutez, vous pouvez voter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, cette terre ne vous appartient pas. Là, il y a un véritable problème. On ne peut pas dire, imaginez en France, que le gouvernement dit, écoutez, à la communauté juive de France, par exemple, votez, vous avez tous les droits, décision, liberté, etc. Mais sachez que la France ne vous appartient pas. Vous êtes des étrangers ici. Qu'est-ce qui se passerait? Ce serait un tollé inimaginable. Bon, maintenant, il faut considérer une chose. C'est que le conflit israélo-palestinien pèse de tout son poids. Le fait que les Palestiniens d'Israël sont constamment entre deux chaises. À la fois soutiennent les luttes des Palestiniens pour les territoires et en même temps veulent s'intégrer. Quelque part, il y a un conflit, c'est pas facile pour les Juifs d'Israël de voir que finalement, à chaque fois qu'il y a une opération, dans Gaza ou ailleurs, la communauté, pas tous, mais il y a des jeunes qui descendent manifester, qui jettent des cocktails Molotov, qui manifestent contre l'opération militaire, et ils se disent, ils font partie de notre communauté, ils sont contre nous. Donc, il y a quelque part un problème qui est pratiquement insoluble tant que le conflit israélo-palestinien n'est pas résolu. Tant que les Palestiniens
n'ont pas accepté de renoncer à leurs revendications nationales. Donc ils n'ont pas dit, voilà, on signe un document où on renonce à toute revendication concernant les réfugiés, le retour dans la terre d'Israël, etc., etc. Tant que ça n'arrivera pas, moi je pense qu'on aura cette tension entre l'État juif et l'État démocratique. C'est une tension inhérente, c'est structurel. Il est très difficile de la surmonter. Très difficile à surmonter. Ce je dirais. Les Israéliens, comment ils la surmontent? Les Israéliens disent nous sommes un État juif et démocratique. Mais quand vous étudiez les enquêtes d'opinion dans le détail, vous avez une partie de l'opinion qui dit mais moi je préfère qu'Israël soit plus juif que démocratique. Je ne veux pas une égalité entre les deux. Je veux qu'Israël soit plus juif. Ça concerne les partis orthodoxes, les sionistes religieux, les traditionalistes, largement. Puis vous avez Ariel Sharon, tu as une citation d'Ariel Sharon qui dit nos parents et nos grands-parents ne sont pas venus ici pour fonder un État démocratique, ils sont venus ici pour fonder un État juif. Oui, absolument. Donc c'est pas seulement les ultra-orthodoxes. Non, il ne disait pas dans le même sens. Quand Sharon disait nous sommes venus pour créer l'État juif, c'est pas un État juif avec des patriotes, c'est pas ça. Pour lui, l'État juif, c'est un État où les juifs sont souverains dans leur pays. D'accord? Ils sont souverains, ils sont majoritaires, ils ont tous les leviers du pouvoir. Et vous avez donc une autre partie qui souhaite que l'État soit plus démocratique que juif. Vous avez aux deux extrêmes, je dirais même. Vous avez ceux qui disent, moi je préfère que l'État ne soit plus démocratique. Les ultra-orthodoxes, c'est l'opposition. Vous avez dans l'autre extrême, qui disent, moi je souhaite que le côté, la dimension juive, surtout juive religieuse, soit la plus faible possible, voire même disparaisse complètement. Donc vous avez cette tension entre ces deux grands clans de la société israélienne. C'est pour ça que j'ai dit, en conclusion, que la société israélienne sur la question de la démocratie est fracturée. Elle n'est pas homogène. Vous avez tout un clan qui souhaite qu'elle soit plus juive, que la Cour suprême ait des puissances moins fortes, que les Arabes participent moins aux décisions de la Knesset, et inversement. Qu'est-ce qui fait la différence, au fond, entre ces deux clans? S'il y a un critère commun à ces deux clans, c'est la religion. On voit dans les enquêtes de sondage de l'Israel Democracy Institute que plus vous êtes religieux, plus vous répondez aux questions concernant « je veux un État plus juif que démocratique ». Plus vous êtes laïque, plus vous allez dans l'autre sens. Donc vous avez cette fracture. Elle saute aux yeux tout le temps. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez cette division, ce fossé qui existe entre les deux. Et c'est quelque chose de très inquiétant. On se dit, mais est-ce qu'Israël ne va pas un jour essayer de... Est-ce qu'il n'y a pas une personnalité qui va essayer un jour de rapprocher les opinions des uns et des autres sur un projet commun? Pour l'instant, ça n'existait pas. Il n'y a pas un leader capable de rassembler les Israéliens. Je sais que le président de l'État, Herzog, fait des efforts tout à fait louables pour dire, écoutez, cessez les invectives, cessez la violence, il faut se rassembler, etc. C'est très bien. Mais il n'a pas le poids suffisant. Ce n'est pas un leader politique, c'est une magistrature morale. Toute dernière question, et après on passera aux questions du public. J'ai cité ton exergue, le début du livre, et je voudrais citer les 3 dernières lignes de ta conclusion, qui sont fortes, et je voudrais que tu expliques ce que tu as voulu dire. Je cite donc Sami Cohen: bien plus que les missiles du Hezbollah et les tunnels du Hamas ou du djihad islamique, les forces antidémocratiques sont la menace la plus sérieuse qui pèse sur ce grand projet né en 1948. Point final du livre. Écoutez, les missiles du Hamas, les missiles du Hezbollah sont très inquiétants. C'est pas une menace existentielle. Ça, tous les militaires de ça. C'est gênant. Ça perturbe la vie.
surtout la vie des populations qui sont au sud du pays, la population des gens qui sont au nord du pays, c'est évident. Mais ce n'est pas une menace existentielle. Si un jour la Cour suprême était, je dirais entre guillemets, castrée, elle serait incapable de contrôler les lois ordinaires votées par la Knesset. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'on aura une Knesset majoritaire. Je ne parle pas de droite ou de gauche, je parle du principe. On aura une Knesset majoritaire qui peut voter sur tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de contre-pouvoir. En Israël, contrairement à d'autres pays, la Cour suprême est le seul contre-pouvoir institutionnel. Si la Cour suprême est castrée, c'est terminé. On a en fait la dictature de la majorité qui peut voter tout et n'importe quoi de manière totalement fantaisiste. Personne ne pourra l'arrêter. Et c'est pour ça que je dis finalement, qu'est-ce qui va rester du projet, du beau projet initial de 48, quand Ben Gurion montait sur la scène pour lire la déclaration d'indépendance. Il y avait un souffle à ce moment-là, un souffle démocratique. Maintenant, ça va être quoi? Ce sera l'essoufflement de la démocratie. C'est ça que je crois. Merci Samy. Alors maintenant, nous allons passer aux questions de la salle. Et donc, voilà, je vous rappelle que dans une question, il y a une interrogation posée à l'intervenant. Voilà, donc faites le plus court possible, hein, et essayez de profiter de la présence de Samy Cohen pour lui poser des vraies questions. Voilà, c'est le prof qui parle. Vous avez une question évidemment polémique, provocatrice, qui m'est venue ces derniers temps. Vous avez beaucoup évoqué le projet politique, 48, pardon, et on n'a pas tellement parlé d'idéologie. D'idéologie. Est-ce que, d'après vous, le sionisme porte en lui, dans ce qui le structure, les graines et stigmates de ce qui y arrive aujourd'hui? C'est-à-dire sur deux points. Est-ce que le fait de revenir à la terre, quand on pousse à l'extrême, vous l'avez dit, après 67, quelque part les religieux sionistes ont pris en otage la question de la terre puisqu'ils ont été colonisés. Donc est-ce que la dimension, on retourne sur notre terre, si on le pousse à l'extrême, ça ne devient pas la sanctification de la terre, ce qui arrive dans les territoires des pays? Et est-ce que le sionisme étant un nationalisme, poussé à son extrême, il ne devient pas quelque chose qui devient aujourd'hui, de ce qu'on entend, un proto-fascisme? Un proto-fascisme. Quelque chose qui porte un nationalisme qui est poussé à son extrême. Donc est-ce que les deux fondements, les deux piliers du sionisme, poussés à leur extrême dans un contexte, on va dire, actuel d'adversité, ne nous amènent pas à la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Merci monsieur pour votre intervention. Polémique, non, on peut parler de tout. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Toutes les opinions sont acceptables. Oui, c'est vrai que le sionisme religieux, je voudrais dire, il faut toujours une parenthèse avant de vous la dire. Il n'y a pas de sionisme religieux comme un bloc homogène. Le sionisme religieux n'est pas homogène. Le sionisme religieux comporte aujourd'hui, en tous les cas, trois factions. Vous avez une faction qui est la faction la plus modérée, qui est majoritaire dans le sionisme religieux. Elle s'est réunie autour de Bennett. C'est-à-dire c'est un sionisme à la fois nationaliste, annexionniste, mais moderne, distant des imprécations de leurs rabbins orthodoxes et ultra-orthodoxes. Ils ont pris leur distance. Bennett ne voulait absolument pas faire alliance et prendre ses instructions des rabbins. Vous avez donc toute une partie de la société sioniste religieuse qui est très bien intégrée, qui est dans les postes clés de la société israélienne, dans l'armée, dans la sécurité, on les retrouve dans les médias, on les retrouve un peu partout. Et c'est des gens relativement modérés
par rapport au système démocratique. Ils ne sont pas sur la ligne du deuxième clan, qui est un clan qui est autour de Smotrich et qui, lui, est plutôt le clan Khardali. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont assimilé cette expression. Khardali veut dire Kharedi Leoumi, ça veut dire nationaliste ultra-orthodoxe. C'est une combinaison des deux forces qui est assez explosive. Vous voyez, ils prennent leur inspiration des rabbins ultra-orthodoxes, mais les traduisent par des mesures ultranationalistes sur le terrain. C'est Smotrich aujourd'hui. Vous avez un troisième clan qui est tout à fait minoritaire, qui sont des sionistes religieux qui défendent la démocratie, qui sont contre l'annexion des territoires. Ils sont très minoritaires, on les retrouve dans différents postes, mais ils s'expriment souvent, mais ils comptent très peu, ils pèsent très peu. Alors pour revenir à votre question sur le retour à la terre, c'est vrai que pour tout le courant du bloc de la foi, le bloc de la foi a disparu. Ensuite, c'est devenu un courant Khardali qui va conduire à Smotrich. Smotrich, ce n'est qu'un dernier avatar d'une suite, d'une longue chaîne d'un courant qui va se développer, qui est très radical et qui considère effectivement que la terre est plus importante que la terre est plus importante que la démocratie. C'est absolument ça. Mais vous avez un débat plus important aussi. Au fond, quand on discute de l'avenir de ces territoires par rapport à la démocratie, la gauche israélienne, la gauche, à ce moment, c'est aussi le centre-gauche, c'est aussi Avoda, c'est aussi le parti de Lapid. Ils disent, mais si on continue de cette manière-là à maintenir notre présence en Cisjordanie, ce qui va se passer, c'est qu'à long terme, si on annexe ce territoire, qu'est-ce qu'on va faire sur la population palestinienne? Effectivement, je reviens à ta question, c'est soit on leur donne des droits égaux à ceux des Juifs, à ce moment-là, ils seront plus nombreux démographiquement, et c'est la fin du rêve sioniste. Soit on ne leur donne pas des droits, et là, on tombe alors vraiment sous les coups de l'accusation d'apartheid. C'est-à-dire qu'il y aura une minorité qui va dominer la majorité de la mer au Jourdain. Bon, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, parce qu'il y a une incertitude concernant l'avenir des territoires occupés. Mais c'est un risque. Et pour les sionistes religieux les plus radicaux, ce risque, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est rester là, l'annexion, et bien sûr, pas de droit aux Palestiniens, c'est absolument évident. Il ne faut pas s'imaginer que le jour où il y aura une annexion, Israël va donner des droits égaux aux Palestiniens. Ça, je vous mets ma main au feu, ça n'existera jamais. Parce que c'est la fin du sionisme, c'est la disparition d'Israël. Donc ça n'existera pas. Donc on est dans une situation aggravée sur le plan de la démocratie. Bon, maintenant, effectivement, il y a des phénomènes très inquiétants chez certains sionistes religieux, on en a parlé. À parler de proto-fascisme, j'aime pas utiliser le mot de fascisme, je ne l'ai jamais utilisé, je trouve qu'il n'est pas adéquat, et il ne contribue pas à la compréhension des faits. Oui, vous avez évoqué à juste titre le clivage entre religieux et non religieux, avec une tendance pour les religieux à être attirés en quelque sorte vers un ultranationalisme, c'est ce qu'on constate, et pour les non religieux d'aller plutôt vers l'idée d'une démocratie plus approfondie, on pourrait dire. Mais pourtant, il y a eu à l'intérieur du judaïsme un courant qui n'était pas ultranationaliste. Si on pense à des gens comme Leibovitch, par exemple, comme Leibovitch. Et Shaoui Leibovitch, qui lui, pendant des années, il a dénoncé l'ultranationalisme, il a dénoncé comme la menace la plus grave pour Israël, la tentation qu'il a qualifiée carrément d'idolâtrie, d'aller vers justement cet ultranationalisme. Et quand je parle d'idolâtrie, c'est par rapport au territoire. Alors est-ce qu'il n'y a pas finalement
vous avez évoqué tout à l'heure, quel est le point qui pourrait réunir les deux? Est-ce qu'il n'y a pas une corruption de la pensée juive à l'intérieur d'Israël? C'est-à-dire qu'il y a eu un glissement de la pensée juive et des juifs, enfin de ceux qui défendent en tout cas l'idée du judaïsme, vers des ambitions politiques qui sont liées à l'ultranationalisme. Écoutez, merci. Je ne sais pas si je suis vraiment compétent pour parler de la pensée juive, que je connais pas très bien, je vous connais volontiers. Corruption de la pensée juive, est-ce que la pensée juive était si homogène que ça? S'il y avait une pensée juive, donc il y avait des courants, quand l'État d'Israël s'est créé, on avait déjà on était en présence déjà de plusieurs courants de pensée. Il y avait un courant concessionniste, il y avait des courants ultra-sionistes de Jabotinsky, vous avez des courants ultra-orthodoxes anti-sionistes, et vous aviez des ultra-orthodoxes sionistes, pro-sionistes. Donc, mais il y avait quand même... c'est pas si évident que ça. Oui, il y avait quand même une dimension vers l'universalité, vers l'ouverture, ça a toujours existé. La notion d'universalité, elle existe, elle est peut-être quand même, discutable. Parce qu'au fond, si on prend le sionisme, parce que c'est une perversion de la pensée juive. Le sionisme n'est pas des mouvements universalistes. Oui. Oui, pardon. Et le sionisme n'est pas un mouvement universaliste. C'est un mouvement de libération nationale qui est fait pour trouver une solution au peuple juif. Donc il est très particulariste. D'emblée, on est sur un courant très particulariste, et ça, non seulement ça n'a pas changé, donc lui c'est qu'à partir de 1967, le particularisme va s'aggraver, parce qu'il y a une grande différence entre les sionistes qui ont créé l'État d'Israël et les nouveaux sionistes de 1967, une grande différence. Les uns étaient modérés, partisans du compromis, ils avaient accepté le partage de 1947. Tout ça va changer à partir de juin 1967, avec des gens ultranationalistes, ultra tout court, surtout. Donc je ne suis pas sûr que je suis assez compétent pour parler de la pensée juive. Je suis désolé, voilà, je ne suis pas très bon là-dessus. Ok, merci. J'ai deux petites remarques auxquelles vous avez, disons, partiellement répondu dans votre conclusion, mais vous avez commencé en énumérant les 5 piliers de la démocratie libérale par mettre en tête la souveraineté populaire, c'est-à-dire le peuple a décidé. Et je ne voudrais pas faire d'un retour historique en disant ce que ça a été avant la... Parlez dans le micro, s'il oui, vous plaît. ce que c'est devenu juste avant la Seconde Guerre mondiale, où c'est effectivement élu par le peuple, et puis ça devient des mouvements. Je reviens plutôt à l'actualité, dans la campagne électorale et dans les éléments qu'on entend maintenant d'information du gouvernement, qui n'est pas encore fait. Cet argument est repris au nom de la souveraineté. J'ai le droit de décider, c'est le peuple qui a voulu limiter les pouvoirs de la Cour suprême. C'est le peuple qui peut décider demain qu'un ministre, qu'un chef de parti peut être ministre en changeant une loi. Donc, souveraineté nationale, je crois que ça a ses limites. Le deuxième point qui est plutôt historique, la valeur entre guillemets juridique du statu quo. Pour moi, c'est simplement un point du statu quo de 48. Pour moi, c'est un simple point historique, c'est-à-dire c'était tout le génie politique de Ben Gurion qui, en 1947, devant la commission, voulait obtenir effectivement un avis total pour le vote à l'ONU. Effectivement, il a fait, c'était très limité d'ailleurs, il a fait ce statu quo. Pour moi, aujourd'hui, 75 ans, ça n'a pas une valeur constitutionnelle et autres. On peut très bien le modifier si... voilà. Le premier point, je crois que c'était
c'était la question de la souveraineté du peuple, mais je crois que Samy a bien insisté au début pour dire que ça n'était pas une condition suffisante à un exercice plein et entier de la démocratie, c'est une condition nécessaire mais non suffisante, il l'a mis en premier, et c'est la question de la tyrannie de la majorité. Bien sûr qu'une majorité peut devenir tyrannique, même par voie démocratique. Je te laisse... C'est quoi la question? Non, la question c'est, je crois que monsieur indiquait, mais je crois qu'il est d'accord avec toi, donc, indiquait que la souveraineté du peuple n'est pas une condition suffisante à une démocratie pleine et entière. Mais je crois que c'est ce que tu avais listé, voilà. Et d'ailleurs, moi du coup j'en profite, tu veux bien nous, sur les 5 points, tu veux bien essayer de compter 1, 2, 2,5, sur les 5 conditions nécessaires à la démocratie pleine et entière, puisque monsieur nous interrogeait sur la souveraineté du peuple comme condition non suffisante. Écoute, je connais des politologues scandinaves qui ont essayé de créer une typologie des démocraties sur une échelle qui va de la démocratie libérale à la dictature. Et donc, ils ont essayé de faire, en prenant ces 5 critères, font des combinaisons. Tel pays rentre dans une combinaison de 1, 3, 5, l'autre, 2 autres, 3, 4. Je ne vais pas vous embêter avec ça. La sentence, c'est quoi? C'est pas le moment. Mais je voudrais revenir sur le point que vous avez évoqué concernant les accords de 47, les accords de statu quo, pour dire que ce n'est pas des accords qui ont une valeur constitutionnelle. J'ai bien compris votre question. Non, effectivement, vous avez raison. Ça n'a aucune valeur constitutionnelle. Et d'ailleurs, les ultra-orthodoxes sont très inquiets. Parce qu'à chaque fois, ils reviennent là-dessus en disant « Ah là, il y a eu des accords de statu quo, il faut les respecter. » Pourquoi? Parce que on peut les bafouer à tout moment, alors que des accords étaient signés entre le Premier ministre de l'époque et les leaders des ultra-orthodoxes de cette époque-là. Effectivement, ça n'a pas de valeur constitutionnelle, ça peut être remis en question à tout moment. Le problème des ultra-orthodoxes, ce n'est pas tellement ces textes de l'époque, c'est un rapport de force aujourd'hui. Ils essaient d'imposer aux autres, au Premier ministre en particulier, en échange de leur soutien, obtenir le maximum d'avantages. D'ailleurs, ils reviennent là de manière massive, en essayant de remettre en question toute une série de progressions qui avaient été faites dans les années 90, notamment sur la loi du retour. On peut revenir là-dessus, mais il y a effectivement une pression très nette pour une remise en question de la consolidation de la démocratie. Bonjour, c'est 2 questions très concrètes. J'habite à Tel Aviv depuis 2 ans seulement. Et j'ai constaté, ah ouais, à quel point la parole raciste était libre. Donc je voulais vous demander, alors je dis la parole raciste était libre et pas libérée. D'accord? Libre dans le sens comme si elle n'avait jamais été censurée. Je ne parle pas que vis-à-vis des Arabes, je parle vis-à-vis des communautés érythréennes, éthiopiennes. Donc je voulais vous demander si en Israël le racisme était un avis ou un délit. Voilà, la première question. Moi j'ai remarqué, en tout cas par ma courte expérience, que c'est un avis que chacun divulguait. Donc peut-être qu'en tant que Français, c'est considéré comme un délit, ça m'a plus choqué que quelqu'un d'autre. Et vis-à-vis de la communauté internationale, je voulais savoir comment Israël pouvait assumer de ne pas signer la Convention des droits de l'homme que vous avez évoquée tout à l'heure et d'essayer de voir plus loin que l'islamo-gauchisme et tout ça pour se dire c'est pas possible que les démocraties du monde entier condamnent Israël pour différentes raisons et que, je sais bien que Golda Meir disait on préfère vos condamnations que vos condoléances, mais je voulais avoir votre avis aussi là-dessus. Merci.
Oui, merci beaucoup. Concernant la parole raciste, c'est une chose c'est un phénomène qui s'est développé, qui n'est pas récent et qui est très inquiétant. Là, je vous parlais au début de l'exposé des valeurs, des normes non écrites de la démocratie. Les normes non écrites, c'est le respect de l'autre. Ça, dans certaines franges de l'opinion publique israélienne, ça a disparu. Et donc, il y a une libération de la période raciste contre, bien sûr, les Arabes, les minorités, contre les Falachas. Et je dirais, pas seulement raciste, je veux dire, une stigmatisation de toute personne qui n'est pas comme nous. Ça peut être des militants de gauche, des LGBT. En attaque des LGBT, il y a eu un cas à Jérusalem d'un ultra-orthodoxe qui a assassiné une militante LGBT. C'est un phénomène très inquiétant. Je vois que les deux présidents, à la fois Yitzhak Herzog et son prédécesseur, sont intervenus à chaque fois pour dire attention, nous sommes sur une pente savonneuse. Il faut faire très attention. Maintenant, dans quelle mesure est-ce que, vous avez dit, est-ce que c'est un délit? Je ne suis pas sûr à 100% que ce soit un délit. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, le rabbin de Safed, qui était un des grands rabbins du sionisme religieux, très respecté, il avait ordonné à ses ouailles de ne pas louer des appartements à des Arabes dans la ville de Safed. Tout le monde a crié au racisme. Mais est-ce qu'il a été poursuivi? Non, il n'est pas poursuivi. Vous avez un autre exemple de rabbins de la colonie de Yitzhar, dont l'un d'entre eux a publié un livre qui s'appelle La Torah du roi, Torah Tamelech. Que dit la Torah du roi en substance? Il est tout à fait autorisé de tuer un enfant arabe, un enfant palestinien, parce qu'un jour, il pourrait devenir un ennemi. Alors, la justice s'en est saisie. Ils ont arrêté le rabbin en question. La police l'a traduit devant la justice. Ils l'ont libéré très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mobilisation phénoménale dans cette partie de Cisjordanie, et aucun gouvernement, même laïque, ne veut affronter cette partie de la population. Et donc, on a une situation, je dois dire, assez malsaine, que vous évoquez avec à juste titre. Et malheureusement, je crois que tout ça ne va disparaître que le jour où vraiment il y a une sortie du conflit. Je ne sais pas quand ça va se produire. Je ne sais même pas si ça va se produire un jour. Il n'y a pas de conflit avec les Juifs éthiopiens. Mais ça va se résoudre que de cette manière-là, l'apaisement. En partie. La Convention des droits de l'homme. La Convention des droits de l'homme. Israël ne l'a pas signée. Israël, vous savez, même les conventions de Genève, Israël les a signées, mais elle ne les a pas ratifiées. Alors elle peut dire, voilà, moi, l'armée israélienne, dans les territoires occupés, a accepté le principe, sans engagement de sa part, de respecter les conventions de Genève. Mais ils n'ont pas signé, ils n'ont pas ratifié la convention. Israël fait très attention sur tout ce qui peut représenter comme une contrainte extérieure concernant le droit international, ses obligations par rapport au droit international humanitaire, par rapport à l'humanitaire, par rapport au droit de l'homme. Écoutez, un bon sur les droits de l'homme, quand même. Ça, c'est très important. Les droits de l'homme sont considérés aujourd'hui dans la population israélienne, majoritairement, hein, je ne parle pas de tout le monde, je ne veux pas stigmatiser tout le monde, très largement comme quelque chose de totalement irréaliste et pas souhaitable. On ne parle pas des problèmes de droits de l'homme dans la société israélienne. On ne parle pas de la morale, de l'éthique de la guerre. Les droits de l'homme, c'est quoi? Ceux qui défendent les droits de l'homme sont considérés comme des défenseurs des Palestiniens. On les accuse souvent d'être des défenseurs du terrorisme, ce qui est complètement différent. Mais pour vous donner un autre exemple, dans une enquête qui date de 2017-2018 du Democracy Index, c'est un index qui évalue
les opinions des Israéliens par rapport à la démocratie, qui paraît tous les ans, fin décembre, janvier, à l'Institut de la démocratie israélienne. Ensuite, ça circule très largement, c'est très largement répercuté par la presse. Il y avait à un moment la question suivante. Comment, pour vous, qu'est-ce que représente pour vous la démocratie? Par quoi est-ce que vous la définiriez? Alors, la plupart en tête disent souveraineté du peuple. Ensuite, ils disent, plus bas, égalité, liberté d'expression. Tout au bas de l'échelle, quand on leur donne toute une série d'items, tout au bas de l'échelle avec 3%, ils disent la démocratie c'est l'égalité des droits de l'homme. Seulement 3% d'Israéliens estiment que la démocratie israélienne c'est les droits de l'homme. Voilà. Comme disent les Israéliens, il faut faire avec. Comme disent les Israéliens qu'il y a un problème, et qu'ils vous répondent en hébreu, Zemachesh, il faut faire avec. Voilà. Alors, j'ai une question toute simple. Pourquoi opposer, en fait, la notion de constitution à la notion de démocratie? La constitution peut être la base, justement, de la solution de notre problème. Parce qu'une constitution pour un État juif doit forcément remettre le problème du judaïsme sur la table. Alors, il y a une multiplicité d'êtres juifs. On a des juifs religieux et des juifs laïcs, mais on a aussi des juifs qui ont simplement une tradition. Et nous-mêmes, d'origine française, on est à même de pouvoir apporter cette brique de la synthèse un peu entre les extrêmes, entre les fêtes les traditions juives et les fêtes orthodoxes. En fait, pourquoi ne pas mettre ce problème-là sur la table aujourd'hui pour pouvoir trouver la solution aussi à l'autonomie de territoire? Parce qu'on ne peut pas nier le fait que le contre-pouvoir du Sénat, par exemple en France, vient des collectivités locales. Le pouvoir, en fait, d'après la démocratie d'Athènes antique, c'est la ville. C'est la ville qui commence aujourd'hui avec Tel Aviv qui peut faire circuler le transport Shabbat, et à Jérusalem c'est moins facile, etc. Donc pourquoi ne pas mettre la Constitution et pourquoi vous l'opposer à la démocratie? Il n'y a pas de problème de démocratie. L'État juif est un État qui est tout à fait original et qui permet de pouvoir vivre libre en tant que juif, que l'on soit orthodoxe, libéral, conservateur ou n'importe quoi, sans être gêné par quelqu'un. Il faut bien sûr que la minorité druze et arabe puisse s'exprimer, et on le voit déjà à Yafo, parce qu'on entend le muezzin mieux que la synagogue, hein, sur des haut-parleurs, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc pourquoi l'opposer, et pourquoi ne pas y voir justement une structure d'une fédération avec des territoires autonomes, des villes autonomes, qu'elles soient en Galilée arabe ou qu'elles soient en Cisjordanie juive ou arabe, de façon à poser les bases du vivre ensemble. Et puis un dernier point, regardez la tendance internationale. Tout le monde se pose le problème d'identité. Identité française, identité américaine, avec le problème des migrants partout. Il y a un vrai problème d'existence. Donc où est-ce que l'on peut garantir à quelqu'un de rester français ou de rester juif? Voilà. Merci, monsieur. Écoutez, votre question me dérange un tout petit peu dans la mesure où je n'ai jamais opposé la Constitution à la démocratie. Je vous ai dit d'emblée, ne pas avoir une Constitution n'est pas un problème, puisqu'il y a des lois fondamentales. Ben, il faut quand même une charte fondamentale qui définit les règles du jeu au sein de la société israélienne. Qui fait quoi, comment se répartit les règles. C'est indispensable à la survie et à l'unité d'une société. C'est indispensable, mais je n'ai jamais dit qu'il fallait opposer l'un à l'autre. On peut très bien vivre sans constitution. Mon souci, c'est la faiblesse des lois fondamentales en Israël. Le fait qu'elles ne sont pas assez protégées, qu'il n'y a pas une loi fondamentale sur la législation qui définit, voilà, le statut des lois ordinaires, les statuts de loi fondamentale, les prérogatives respectives des unes et des autres. Ça n'existe pas. Et donc, n'importe quelle majorité peut dire, écoutez, vous avez demain, un jour, figurez-vous, prenons le cas de la loi de l'État-nation du peuple juif. Pourquoi ça a été voté? Je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande angoisse, c'est qu'un jour, les Juifs ne soient pas majoritaires dans leur pays, et donc il faut inscrire dans une loi fondamentale, dans le marbre,
constitutionnelle les droits du peuple juif. Le problème, c'est comme les lois fondamentales peuvent être changées à une majorité d'une voix, si un jour, ça ne va pas arriver tout de suite, hein, si un jour il y a une majorité, disons, des Arabes, des ultra-orthodoxes, ça c'est possible que ça arrive. Pas tout de suite, mais c'est possible que ça arrive. Sont majoritaires dans le pays, ils peuvent abroger la loi fondamentale du peuple juif. Ils peuvent l'abroger. Et donc, s'il n'y a pas une protection suffisante, si on ne dit pas, par exemple, pour modifier une loi fondamentale, il faut 2/3 de la population, il faut un large débat dans l'opinion publique, il faut respecter des étapes pour que tout le monde s'exprime là-dessus. Tant que ça n'existe pas, c'est pour ça que l'expression de démocratie fragile me semble adéquate. Parce qu'il n'y a pas vraiment tout un système qui verrouille les possibilités de jouer avec la démocratie. Il ne faut pas qu'on puisse jouer n'importe comment. Il faut modifier les choses de temps en temps. Tous les 10-15 ans, on peut se poser des questions sur la validité d'une loi fondamentale, mais ça doit se faire de manière consensuelle. S'il n'y a pas un consensus, et là, ce n'est pas le cas d'Israël. Donc, en ce qui concerne le problème des identités partout, oui, je suis d'accord avec vous. C'est un problème qui travaille beaucoup de démocraties. C'est vrai aux États-Unis, hein, entre républicains et démocrates, on voit bien qu'il y a un problème d'identité, pas seulement qui touche l'idéologie, mais pas seulement l'idéologie. C'est vrai, donc je suis tout à fait d'accord avec votre deuxième remarque. Donc une constitution, c'est peut-être la solution. Mettre en place une constitution. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit l'essentiel, c'est qu'il y ait des éléments d'une charte fondamentale, une loi fondamentale, qui soit protégée de telle manière qu'on ne puisse pas les manipuler n'importe quand, n'importe comment. C'est ça qui est important. Bonsoir, merci. J'avais une question, en fait, vous avez répondu en partie parce que ça a déjà été un peu évoqué. Je voulais réinsister dessus, peut-être de façon un peu provocante, mais le premier critère de la démocratie tel que vous l'avez évoqué, c'est la souveraineté du peuple. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas, en tout cas dans le droit, de peuple israélien. Il y a deux peuples, le peuple juif qui a sa garantie constitutionnelle avec la loi de 2018, et il y a le peuple arabe, des fragments des peuples arméniens, druzes et toutes ces minorités. Donc en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que, parce que je ne vous l'avais pas évoqué, mais est-ce que les catégories comme ethnocratie ou démocratie ethnique, pour reprendre le terme un peu moins chargé de Sami Smokha, ne sont pas plus fertiles pour décrire d'une part la démocratie israélienne, mais aussi finalement beaucoup d'États de la région ou des espaces décolonisés. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez un sociologue israélien qui s'appelle Sami Smokha de l'université de Haïfa, qui a fait des travaux assez poussés sur la démocratie, et il a défini Israël comme étant une démocratie ethnique. C'est-à-dire que oui, il y a une démocratie, mais elle accorde plus d'importance à la majorité juive qu'à la minorité arabe, ce qui est tout à fait vrai. Le seul problème, bon, je n'ai pas repris cette définition, parce qu'il me semble que Sami Smokha s'intéresse uniquement, principalement, à la relation juif-arabe. Or, la démocratie en Israël, c'est beaucoup d'autres choses. C'est les lois constitutionnelles, c'est le conflit, c'est les territoires, c'est le respect ou pas du droit international. Il y a toute une série de paramètres. Et donc moi, dans ma conclusion, je finis par dire que Israël n'est pas une démocratie libérale, c'est pas non plus une démocratie illibérale. Heureusement, pas encore, j'espère que ça, on ne va pas y arriver. C'est pas la Hongrie. C'est une démocratie semi-libérale. On est entre les deux, elle emprunte des éléments de la démocratie libérale et quelquefois de la démocratie libérale. Ensuite, j'ai dit que la démocratie est fracturée, c'est la deuxième caractéristique. On en a parlé tout à l'heure, ce n'est pas la peine d'y revenir. C'est tellement évident que malheureusement, on n'a pas besoin d'insister beaucoup là-dessus. Et enfin, c'est une démocratie fragile. J'ai donné ces trois caractéristiques pour définir la démocratie israélienne. Ce que Sami Smokha a dit concernant la démocratie ethnique, c'est vrai, mais ça n'englobe pas l'ensemble des phénomènes. On va faire encore deux dernières questions et on va devoir s'arrêter. Il y a
les deux dames qui sont là et malheureusement on va s'arrêter. Une question pragmatique sur la Cour suprême. Vous avez exprimé dans le cadre de votre conférence sur la démocratie fragile que la Cour suprême avait également une posture assez fragile, donc j'aimerais connaître les mécanismes qui pourraient amener sa perte de pouvoir. Et dans un deuxième temps, si vous pouvez expliquer le contraire, les mécanismes qui pourraient amener plus de pouvoir et notamment la capacité à mettre en place ou à faire pression sur des chartes et éventuellement d'autres règles ou lois encadrantes. Écoutez, j'ai un tout petit peu de problème, d'audition. J'espère que vous me pardonnerez cette faiblesse. Votre première question, c'est-à-dire quels sont les mécanismes qui vont amener sa perte de pouvoir qui permettent d'affaiblir la Cour suprême. Les points de vigilance. En ce qui concerne la Cour suprême, vous m'entendez bien? Oui. La Cour suprême, oui. Qu'est-ce qui va amener éventuellement sa perte de pouvoir, voire même son démantèlement? D'accord. Merci beaucoup. Écoutez, c'est très simple. Depuis la révolution constitutionnelle de 1995 dont j'ai parlé, où les juges de la Cour suprême s'étaient arrogés, c'est écrit nulle part. Mais aux États-Unis, ça s'est passé de la même façon en 1885, 1983. Les juges considèrent qu'il est de leur devoir de vérifier que les lois ordinaires votées par la Knesset soient conformes aux lois fondamentales. Surtout aux lois fondamentales sur la dignité, la liberté. Maintenant, déjà, depuis 2007-2008, vous avez ce projet, qu'on appelle le projet, je vous donne en hébreu, puis je vais vous l'adapter en français. Ça s'appelle Pisgat HaEtgabrut. Pisgat HaEtgabrut, c'est une clause du contournement qui revient à dire qu'au cas où la Cour suprême invalide une loi ordinaire en disant que cette loi n'est pas une loi acceptable sur le plan constitutionnel, elle ne l'a pas toujours fait, contrairement à ce qu'on pense. Dans ce cas-là, si la clause de contournement est votée, le Parlement pourrait, au bout de 3 mois, revoter la loi à une majorité simple, et à ce moment-là, elle serait valide. Ce qui revient à dire, la Cour suprême peut toujours invalider, on s'en moque, parce que 3 mois après, on peut revoter la loi, et si la majorité simple elle passe, elle est validée. Donc, vous voyez un exemple de manipulation qui n'est pas acceptable dans une démocratie. Les changements ne doivent pas se faire de cette manière-là. Ils doivent se faire de manière collective, réfléchie, avec un débat. Et là-dessus, malheureusement, tout ça, ça n'existe pas. Et donc la dernière question. Bonsoir. Vous avez parlé des 5 piliers de la démocratie et en parlant des 5 piliers, vous avez notamment parlé de l'égalité. Vous avez dit de l'égalité. Et vous avez dit en ce qui concerne la population arabe, on pourrait dire que du point de vue social, ça fonctionne et que du point de vue politique, ils votent, mais que du point de vue économique et social, ça ne fonctionne pas vraiment. Et moi, je vous interroge parce que vous pensez que c'est juste la population arabe pour qui ça ne fonctionne pas vraiment? Non, je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris la chute. Est-ce que le sujet de l'égalité ou de la non-égalité se pose seulement pour la population arabe d'Israël? Merci madame. Mais les Arabes d'Israël forment quand même 20% de la population israélienne. C'est la minorité de loin la plus importante. Il y a d'autres minorités. Il y a des minorités, on a parlé des Druzes. On parlait économique. Je ne parlais pas de la minorité, vous n'avez pas dit. Vous avez parlé de l'égalité économique.
Moi, je vous parle de l'égalité économique. Est-ce que vous pensez qu'il y a juste les Arabes qui ne bénéficient pas de l'égalité économique? Ou également les Juifs, ou également les Druzes, ou également les ultra-orthodoxes, ou également une grande partie de la population israélienne? Écoutez, en ce qui concerne l'égalité économique, le problème ne se pose pas, comme vous le présentez, concernant les ultra-orthodoxes. Il n'y a pas de discrimination économique à l'égard des ultra-orthodoxes. Ça n'existe pas. C'est eux qui ont décidé, en fait, de vivre selon les préceptes de la Torah. Et donc, ils refusent une intégration, ils refusent... écoutez, je ne vais rien vous cacher, j'ai un proche de la famille qui est devenu ultra-orthodoxe, qui vit à Bnei Brak. On ne peut pas visiter ses filles. Pourquoi? Parce que elles ont peur d'une évocation du visiteur qui parlerait d'un événement qu'il a vu à la télé. Il aurait interdit de regarder la télé. Si elles regardent la télé, ou si elles ont fréquenté une personne qui regarde la télé, elles peuvent être exclues de l'école. C'est leur choix. On ne peut pas parler de discrimination économique ou d'inégalité économique. Ma question, elle n'est pas sur les ultra-orthodoxes, elle parle de la population israélienne en général. On couvrait toutes les populations. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui souffrent en Israël, de la pauvreté. Écoutez, alors, je complète, je comprends très bien mieux maintenant. Je comprends très bien. Il y a effectivement, pour aller dans votre sens, Israël est, après les États-Unis, le pays où les inégalités sont les plus grandes au monde. Bon, excusez-moi, mais entre ce que vous dites, ce que mon oreille perçoit, il y a différents échelons à franchir, bien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez toute une partie de la population, les plus concernés par ces discriminations économiques, c'est bien sûr tous les Israéliens qui vivent dans les villes de développement un peu éloignées, qui sont attirent moins l'attention des pouvoirs publics. Et donc, oui, là, effectivement, il y a bien entendu le taux de pauvreté en Israël, il est phénoménal. Je ne me souviens plus du chiffre, je ne veux pas dire des bêtises. Le taux de pauvreté en Israël est un des plus élevés au monde, parmi les démocraties. Et ça, c'est très inquiétant. Mais, si vous permettez, je reviens à la politique et à la démocratie, à la politique. Ce qui est intéressant, c'est que ces populations qui vivent dans les localités périphériques, Sderot, Ofakim, etc., ils votent pour un parti politique qui ne les soutient pas économiquement. C'est le Likoud. Et le Likoud ne fait rien pour eux. Mais ils continuent à voter pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y a un vieux fantasme, c'était pas un fantasme, au départ c'est une vérité, c'est que les premiers immigrants qui sont venus du Maroc, surtout du Maroc et d'autres pays arabes, ont été défavorisés par le Mapai. Le Mapai était un parti essentiellement dirigé par des Ashkénazes. Et donc pour eux, gauche égale Ashkénaze égale tabou. On ne vote pas pour eux. Attendez. On vote pour le Likoud parce que Begin est le premier qui a réussi à mobiliser cette population, à lui redonner de la fierté, à la favoriser. Et donc maintenant, aujourd'hui, ils se disent, peu importe ce que Netanyahu décide, ma maison à moi, à Beit Sheli, c'est le Likoud. C'est là que je vote. C'est devenu un problème identitaire, pour reprendre la définition de monsieur. C'est plus un problème rationnel. Mon camp, c'est là. Je ne vote pas des Ashkénazes. Même quand vous avez des partis, plutôt à gauche, qui essaient de proposer des programmes de développement économique, social, ils ne votent pas pour eux. Likoud. On vote tous pour le Likoud. Oui, est-ce que vous ne croyez pas qu'à un moment, la gauche israélienne, comme beaucoup de gauche en Europe, elle s'est gentrisée et qu'elle a abandonné sa population où elle était plus incarnée avant? Et que ce n'est pas aussi une des causes de ce qui se passe?
Oui, je crois que c'était une question sur la gentrification de la gauche et l'abandon des promesses sociales. C'est une grande discussion. Je voudrais remercier en votre nom à tous Samy Cohen et vous aussi. Non, et vous aussi pour la très bonne tenue de cette conférence et de ce débat. Voilà. Merci. Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup Samy et merci à tous pour votre participation active. Très bonne soirée.